Mon manager a voulu me remplacer par une stagiaire de 22 ans. En me demandant de céder ma place, il a sous-estimé mon importance. J'ai alors décidé de partir, lui signifiant ainsi la perte d'un contrat de 3,2 milliards d'euros pour l'entreprise. La nuit où mon entreprise a perdu 3,2 milliards d'euros en Europe a commencé lorsque quelqu'un a retiré ma chaise de la table. Ce ne fut pas une décision du conseil d'administration, ni un effondrement soudain de la bourse, ni une fusion ratée. C'était juste une seule chaise physique à une table VIP à Paris. La grande salle de bal de l'hôtel Ardent scintillait sous les lustres en cristal, remplie du bourdonnement des investisseurs et des dirigeants de la logistique des deux côtés de l'Atlantique. Le gala annuel des investisseurs industriels européens était censé célébrer des partenariats de longue date, mais ce soir-là, un seul contrat comptait vraiment. Quelque part dans cette salle bondée se trouvait l'homme qui contrôlait un accord de logistique industrielle et de chaîne d'approvisionnement de 3,2 milliards d'euros. Cet homme était Frédéric Moreau, le président de 64 ans du groupe industriel Moreau, l'un des réseaux de fabrication les plus puissants de France. Pendant près de 20 ans, j'avais travaillé au cœur du réseau industriel européen. Mon nom est Étienne Dubois, et à 48 ans, j'avais passé la meilleure partie de ma vie à construire des relations que la plupart des cadres ne voyaient que comme des chiffres sur une feuille de calcul. Je connaissais les villes industrielles de la région lyonnaise, les hubs logistiques près de Lille, et les petites entreprises familiales qui bâtissaient encore des partenariats autour de longs dîners tranquilles plutôt que de présentations PowerPoint. Depuis 15 ans, je gérais personnellement le partenariat avec le groupe Moreau. 15 ans de réunions trimestrielles, de visites d'usines et de poignées de main qui signifiaient plus que n'importe quel contrat écrit. C'est ainsi que les affaires se faisaient en France. Elles étaient fondées sur la confiance, la cohérence et la connaissance du caractère de la personne en face de vous. Quand je suis arrivé à la table VIP ce soir-là, le carton de placement qui m'attendait indiquait Étienne Dubois. Je me suis assis, m'installant pour la soirée. Plusieurs jeunes cadres à la table ont jeté un coup d'œil à mon carton, puis à moi. J'ai immédiatement reconnu ce regard. C'était le regard des arrivistes modernes qui croyaient que quelqu'un dans un costume légèrement usé n'avait pas sa place à un siège de choix. Un instant plus tard, une ombre s'est projetée sur la table, et une voix a parlé directement derrière ma chaise. « Excusez-moi. Vous êtes assis au mauvais siège. Vous allez devoir vous déplacer. » La voix appartenait à Julien Langevin, notre vice-président senior de la stratégie globale. Julien avait 42 ans et n'était dans l'entreprise que depuis 18 mois, mais il se comportait avec la confiance suprême d'un homme qui croyait que les organigrammes et les modèles pouvaient résoudre n'importe quel problème humain. Il a baissé les yeux sur le carton de placement, puis m'a regardé à nouveau. « Ce siège, dit Julien, sa voix assez forte pour être entendue des tables voisines, et pour Marie. » Derrière Julien se tenait Marie Leclerc, une stagiaire en stratégie de 22 ans. Elle serrait une tablette contre sa poitrine, portait un nouveau blazer coûteux et semblait légèrement embarrassée par le spectacle public. Je n'ai pas bougé. Au lieu de cela, j'ai tapoté le carton sur la table. Mon nom est imprimé juste ici, Julien. Je représente le comte Moreau ce soir, dis-je calmement. Julien a à peine scié. Oui, eh bien, cet arrangement a changé. Marie s'occupera désormais des partenariats européens. Notre entreprise est en transition vers un modèle de relations clients évolutif. Nous nous éloignons des dépendances relationnelles vis-à-vis d'un seul interlocuteur. Les clients ne devraient pas dépendre des personnalités. Ils devraient dépendre des systèmes. Il a claqué des doigts en direction d'un jeune analyste qui se tenait près du mur. Un fin dossier en cuir lui a été immédiatement remis. Julien a tapoté la couverture, sur laquelle on pouvait lire modèle de gestion client évolutif. Sous le titre se trouvait un diagramme complexe où mon nom avait été remplacé par une case colorée intitulée représentant de compte 3. Rien de personnel, Étienne, dit Julien, m'adressant un sourire dédaigneux. Mais les données montrent que les relations sont un passif. Les systèmes sont évolutifs. Maintenant, s'il vous plaît, le serveur vous aidera à trouver une place au fond. Le serveur se tenait à proximité, l'air profondément mal à l'aise. Julien n'a pas attendu que je me lève. Il a posé sa main sur le dossier de ma chaise et l'a tiré en arrière, créant un espace libre. Marie, allez-y, prenez votre siège, a ordonné Julien. Marie s'est avancée, ses yeux balayant la table, et s'est assise là où mon carton de placement reposait encore. Plusieurs personnes aux tables voisines ont chuchoté. Je pouvais sentir la chaleur de leur regard. Je me suis levé lentement,
lissant ma veste. J'ai regardé Julien, qui ajustait déjà ses boutons de manchette en argent, complètement indifférent à ce qu'il venait de faire. Julien, dis-je doucement, en m'assurant que ma voix était stable. Si vous me remplacez par un modèle, alors vous pouvez dire à votre modèle de gérer le groupe Moreau. Et vous pouvez oublier les 3,2 milliards d'euros qui attendent en France. Julien a laissé échapper un petit rire condescendant. Le contrat est avec notre firme, Étienne. Pas avec vous. Tout ira bien. Je n'ai pas argumenté. J'ai pris mon par-dessus, j'ai tourné le dos à la table VIP et je suis sorti de la salle de bal. Je n'ai pas récupéré mon manteau au vestiaire, et je ne me suis pas retourné. J'avais passé 15 ans à construire un pont à travers l'Europe, et Julien Langevin venait de décider de le brûler parce qu'il voulait qu'une stagiaire de 22 ans s'assoie sur ma chaise. 30 minutes plus tard, alors que je sortais ma voiture du parking, Frédéric Moreau entrait dans la salle de bal de l'hôtel, et le coût réel du modèle évolutif de Julien était sur le point d'être calculé. La grande salle de bal n'a pas retrouvé son atmosphère détendue après mon départ. Bien que la musique continuât de jouer et que les serveurs se déplaçaient entre les tables avec des plateaux de champagne, une tension silencieuse persistait. Julien Langevin était assis à côté de Marie Leclerc, pointant sa tablette et expliquant la hiérarchie de la délégation française qu'ils attendaient. Marie hochait la tête, essayant de mémoriser les noms des dirigeants étrangers qui détenaient les clés de l'avenir de l'entreprise. Julien était convaincu que sa nouvelle présentation stratégique impressionnerait les industriels français, leur montrant à quel point l'entreprise était devenue efficace et modernisée sous sa direction. Exactement 30 minutes après ma sortie, les lourdes portes doubles de la salle de bal se sont ouvertes. Un groupe de dirigeants européens est entré, mené par un homme grand aux cheveux argentés dans un costume anthracite sur mesure. Frédéric Moreau se déplaçait avec l'autorité tranquille d'un industriel de la vieille école. Il n'a pas regardé les caméras ni les sculptures de glace. Ses yeux ont immédiatement balayé la salle, cherchant les visages familiers avec lesquels il avait travaillé pendant plus d'une décennie. Le groupe industriel Moreau n'était pas seulement un géant de la fabrication, c'était un empire familial bâti sur la réputation et la stabilité à long terme. Frédéric s'est dirigé directement vers la table VIP. À son approche, Julien s'est levé immédiatement, lissant sa cravate et arborant son plus beau sourire commercial. Marie s'est également levée, serrant nerveusement son carnet. « Monsieur Moreau », dit Julien en tendant la main. « Bienvenue. Je suis Julien Langevin, vice-président senior de la stratégie globale. C'est un honneur de vous rencontrer enfin. » Frédéric a regardé la main de Julien pendant une seconde avant de lui accorder une poignée de main brève et polie. Il ne s'est pas assis. Ses yeux ont parcouru la table, regardant les cartons de placement, puis se sont arrêtés directement sur Marie, qui était assise sur la chaise qui m'avait été attribuée. « Où est Étienne Dubois ?» demanda Frédéric. Sa voix n'était pas forte, mais elle avait un ton clair et autoritaire qui a réduit au silence la conversation à la table. Julien s'est éclairci la gorge, son sourire vacillant légèrement. Étienne a été réaffecté à d'autres tâches, monsieur Moreau. Dans le cadre de notre restructuration organisationnelle, notre division stratégique coordonnera désormais tous les partenariats européens. Voici Marie Leclerc, notre nouvelle spécialiste de compte. Elle sera votre contact principal. Marie a souri et a fait un pas en avant. C'est un plaisir de vous rencontrer, monsieur Moreau. J'ai examiné tous vos dossiers et je suis ravi de travailler avec vous. Frédéric n'a pas regardé Marie. Il a gardé les yeux fixés sur Julien. Le silence s'est étiré pendant 5 secondes, puis 10. Les autres dirigeants à la table ont commencé à paraître mal à l'aise. « Vous avez remplacé Étienne », dit Frédéric. Ce n'était pas une question. Nous avons modernisé la structure relationnelle, corrigea rapidement Julien, saisissant le dossier de présentation sur la table. Notre nouveau modèle client évolutif garantit que votre compte est géré par une équipe plutôt que par un seul individu. Cela réduit les risques opérationnels et vous fournit un soutien constant de notre équipe stratégique. Frédéric a regardé le dossier en cuir que Julien lui tendait. Il ne l'a pas pris. Pendant 15 ans, dit Frédéric, sa voix froide et stable, j'ai fait des affaires avec cette entreprise. Chaque trimestre, j'ai rencontré Étienne. Nous avons parcouru ensemble les ateliers de production à Toulouse. Nous avons discuté des défis logistiques lors de dîners à Lyon. Je connais sa famille. Il connaît la mienne. Lorsqu'il y a eu une crise de transport en mer du Nord il y a 10 ans, Étienne l'a résolue personnellement en 4 heures.
Il ne m'a pas envoyé d'organigramme. Il m'a appelé. Julien a essayé d'interrompre. Monsieur Moreau, je vous assure que nos nouveaux systèmes sont encore plus réactifs, je ne fais pas affaire avec des systèmes, l'interrompit Frédéric, ses yeux se plissant. Je fais affaire avec des hommes d'honneur. La confiance n'est pas quelque chose que l'on peut écrire sur un bout de papier ou mettre dans un programme informatique. La confiance se construit à travers des années d'efforts partagés et de respect mutuel. Si vous ne respectez pas assez Étienne Dubois pour le garder à cette table, alors vous ne respectez pas le partenariat que nous avons construit. À ce moment, Bernard Mercier, le président directeur général du groupe Logistique Alliance, est arrivé à la table. Il avait vu la délégation française arriver et s'était précipité, sentant la tension. « Frédéric, mon ami, dit Bernard, tentant de désamorcer la situation. Est-ce que tout va bien? Nous sommes si heureux que vous ayez pu nous rejoindre ce soir. » Frédéric s'est tourné vers Bernard. « Bernard, votre nouveau vice-président a décidé que 15 ans de confiance mutuelle pouvaient être remplacés par une stagiaire et une présentation. Il a retiré Étienne de cette table. » Bernard a regardé Julien, puis la chaise où Marie était assise. Une lueur de panique soudaine a traversé le visage du PDG. « Frédéric, discutons en privé. Je suis sûr que nous pouvons trouver une solution. » « Il n'y a pas besoin de discussion, » dit calmement Frédéric. Il a boutonné sa veste et s'est retourné vers ses collègues. « Le groupe industriel Moreau ne signera pas cet accord. Nous chercherons un partenaire qui comprend que les relations ne peuvent pas être numérisées. » « Monsieur Moreau, s'il vous plaît, » a protesté Julien en faisant un pas en avant. « Ce contrat vaut 3,2 milliards d'euros. Nous pouvons sûrement regarder les données. » Frédéric ne s'est pas retourné. Il a tourné le dos à la table et s'est dirigé vers la sortie, son équipe le suivant dans un silence parfait. Le plus gros contrat de l'histoire du groupe Logistique Alliance venait de quitter la pièce, laissant Julien Langevin seul, tenant une présentation PowerPoint inutile dans ses mains tremblantes. Je conduisais vers le sud le long de la Seine, regardant les lumières de Paris s'estomper dans mon rétroviseur. L'autoroute était relativement calme, et le son rythmé des pneus sur l'asphalte me donnait le temps de réfléchir. Pendant 15 ans, j'avais donné ma vie au groupe Logistique Alliance. J'avais travaillé 80 heures par semaine, manqué des dîners de famille et passé des mois à vivre dans des valises dans des hôtels européens. Je l'avais fait parce que je croyais en ce travail et parce que je respectais les clients qui nous confiaient leurs affaires. Mais le monde de l'entreprise moderne n'avait pas de mémoire. Pour des hommes comme Julien Langevin, mon expérience n'était qu'une ligne coûteuse sur une feuille de budget, et mes relations n'étaient que des points de données à capturer, analyser et transférer à du personnel junior. Mon téléphone a vibré sur le siège passager, brisant le silence. J'ai baissé les yeux et j'ai vu l'identification de l'appelant briller sur l'écran du tableau de bord. C'était Frédéric Moreau. J'ai garé la voiture sur la bande d'arrêt d'urgence, allumé mes feux de détresse et répondu. « Bonsoir, Frédéric, dis-je, essayant de cacher la fatigue dans ma voix. »« Étienne » La voix de Frédéric est parvenue par le haut-parleur, claire et calme. J'ai quitté l'hôtel. Je n'ai pas signé l'accord. En fait, mon équipe et moi sommes déjà en route pour l'aéroport. J'ai appuyé ma tête contre l'appui-tête, fixant le fleuve sombre. Je me doutais que vous ne signeriez peut-être pas. Julien est très fier de son nouveau modèle, et il était déterminé à vous le présenter. Julien est un imbécile, dit platement Frédéric. Il ne comprend pas comment les choses se construisent, et il ne comprend pas comment elles se maintiennent. J'ai dit à Bernard que c'était fini. Je ne permettrai pas que l'entreprise de ma famille soit traitée comme une transaction dans une présentation stratégique. Le groupe Moreau met officiellement fin à toutes les discussions avec Logistique Alliance. Nous gérons notre chaîne d'approvisionnement par d'autres canaux. Il a fait une pause, et le silence sur la ligne était lourd. Un accord de 3,2 milliards d'euros était mort. C'était un coup massif pour l'entreprise, un coup qui déclencherait des enquêtes immédiates et la panique parmi les membres du conseil d'administration à l'ouverture des marchés. « Que ferez-vous maintenant, Étienne » demanda Frédéric, son ton changeant pour exprimer une réelle préoccupation. « Je ne suis pas sûr, admis-je honnêtement. Mon contrat de travail de cadre supérieur a une clause de non-concurrence stricte. Il stipule que je ne peux pas travailler pour un concurrent ni solliciter de clients pendant 12 mois après avoir quitté l'entreprise. Si j'essaie de rejoindre un autre fournisseur de logistique, Alliance intentera immédiatement un procès. Ils ont les ressources pour m'empêcher de travailler pendant 1 an.
Alors trouvez un bon avocat, dit Frédéric. Et quand vous serez prêt à travailler à nouveau, appelez-moi. Le groupe Moreau attendra. Je n'oublie pas les gens qui nous ont aidés à construire notre entreprise. La ligne s'est coupée. Frédéric ne croyait pas aux longs adieux ni aux bavardages inutiles. Je suis resté assis dans la voiture silencieuse pendant plusieurs minutes, le moteur tournant au ralenti. Puis, mon téléphone a de nouveau vibré. Cette fois, c'était Adrien Keller, le président-directeur général du groupe industriel Nordheim, notre principal rival dans le secteur de la logistique européenne. « Étienne » dit Adrien dès que j'ai répondu. « Je viens d'entendre parler du désastre à l'hôtel. Mes contacts dans la délégation française m'ont envoyé un texto depuis leur voiture. Ils ont dit que Frédéric est parti parce qu'ils vous ont insulté à la table VIP. Les nouvelles vont vite dans ce secteur, dis-je. Elles voyagent très vite quand 3 milliards sont en jeu, répondit Adrien. Étienne, nous vous voulons chez Nordheim depuis des années. Vous connaissez le réseau européen mieux que quiconque. Je vous offre le poste de président des opérations européennes. Vous aurez une autorité complète pour diriger la division à votre manière. Pas de modèle, pas de stratège d'entreprise vous disant comment gérer les relations, et un siège à notre comité exécutif. Adrien, vous connaissez ma clause de non-concurrence, dis-je. Alliance a une équipe d'avocats d'entreprise qui me bloquera dans des litiges pendant des années si je vous rejoins. Parlez à un spécialiste, insista Adrien. S'il y a un moyen légal de la contourner, nous paierons tous les frais de justice. Faites-moi savoir ce que vous trouvez. Le lendemain matin, j'ai rencontré un avocat spécialisé en droit du travail nommé Maître Walter Colbert. Je lui ai montré mon contrat et lui ai expliqué exactement ce qui s'était passé au gala. Maître Colbert a lu les pages lentement, tapotant son stylo contre le bureau. Après quelques minutes, il a levé les yeux et a souri. Ils ont commis une erreur cruciale, Étienne, a dit Maître Colbert. Votre contrat stipule explicitement que vous êtes employé en tant que directeur senior de la logistique européenne, avec la responsabilité principale du compte du groupe Moreau. En vous privant publiquement de vos fonctions, en retirant votre carton de placement et en attribuant votre rôle à une stagiaire, ils ont commis ce qui est connu en droit des contrats comme une rupture de contrat déguisée. Plus important encore, ils ont violé l'obligation de bonne foi et de loyauté dans l'exécution du contrat. Je me suis penché en avant. Qu'est-ce que cela signifie pour la clause de non-concurrence? Cela relève de l'exception d'inexécution, a expliqué Maître Colbert. En droit français, si une partie à un contrat commet un manquement grave à ses obligations, l'autre partie est légalement dispensée de toute exécution ultérieure. Alliance a manqué à ses obligations contractuelles en premier en vous rétrogradant unilatéralement et en vous retirant vos fonctions contractuelles. En raison de leur manquement grave et antérieur, l'ensemble de l'accord est nul et non avenu. Votre clause de non-concurrence est juridiquement caduque. Vous êtes libre de traverser la rue et de travailler pour Nordheim dès demain, et ils ne pourront rien faire. Un lent sourire s'est dessiné sur mon visage. Julien Langevin avait voulu me remplacer par un système, mais il avait oublié que le système juridique fonctionnait dans les deux sens. J'ai remercié Maître Colbert, je suis sorti de son bureau et j'ai appelé Adrien Keller. Il était temps de construire un nouveau réseau. 4 jours plus tard, j'étais assis dans une salle de conférence moderne et ensoleillée au dernier étage du siège du groupe industriel Nordheim à Lyon. La vue à travers les baies vitrées montrait les tours d'acier du quartier des affaires et le cours tranquille du Rhône en contrebas. De l'autre côté de la longue table en acajou, Adrien Keller faisait glisser un dossier relié en cuir vers moi. Le personnel local m'avait accueilli avec une chaleur qui me semblait totalement étrangère après mes derniers mois chez Alliance. Ici, mes années sur le terrain n'étaient pas traitées comme un passif, mais comme le plus grand atout de l'entreprise. Voici le contrat officiel, Étienne, dit Adrien, sa voix chaleureuse et stable. Président des opérations européennes. Vous aurez pleine autorité sur tous nos réseaux logistiques, nos entrepôts et nos relations clients à travers le continent. Votre rémunération comprend une participation importante au capital, un soutien administratif complet et un budget pour embaucher votre propre équipe. J'ai ouvert le dossier, parcouru les termes et signé mon nom au bas de la page. Alors que je fermais le dossier, les lourdes portes en chêne de la salle de conférence se sont ouvertes. Frédéric Moreau est entré, suivi de son conseiller juridique principal. Il n'avait pas l'air d'un homme qui venait de se retirer d'une négociation de plusieurs milliards d'euros, il avait l'air détendu et parfaitement à l'aise. « Félicitations, Étienne » dit Frédéric en s'approchant pour me serrer la main.
Je suis heureux de vous voir dans un endroit où votre expérience est valorisée et où les gens comprennent que la logistique est une entreprise humaine, pas seulement une formule mathématique. Il s'est assis à la table et a fait un signe de tête à son avocat, qui a placé un épais document devant Adrien. Voici le nouvel accord d'approvisionnement et de logistique entre le groupe industriel Moreau et le groupe industriel Nordheim, dit Frédéric. Les termes sont identiques à celui que nous avions préparé pour Logistique Alliance, à une exception près. Le contrat précise que l'accord n'est valable que tant qu'Étienne Dubois reste en charge des opérations européennes. S'il est démis de ses fonctions ou réaffecté sans son consentement, le contrat est immédiatement annulé sans pénalité pour nous. Nous ne serons pas ballottés d'une équipe stratégique à l'autre. Adrien a souri largement en signant le document. Nous sommes honorés d'avoir votre confiance, monsieur Moreau. Je vous assure qu'Étienne ne va nulle part. Il a notre soutien total. Nous commencerons immédiatement à mettre en place les corridors dédiés. Le contrat valait 3,2 milliards d'euros sur 5 ans. C'était le plus grand contrat unique de l'histoire de la logistique industrielle européenne, et il venait d'être transféré d'Alliance à Nordheim en moins d'une semaine. Mais les dommages pour le groupe Logistique Alliance ne faisaient que commencer. Pour faire avancer les choses, j'ai passé mes 3 premiers jours sur le terrain à visiter nos principaux terminaux logistiques. Je me suis rendu à notre principal hub d'expédition près de Lille, où j'ai rencontré les directeurs d'installation, les superviseurs de triage et les répartiteurs locaux. Contrairement aux réunions de stratégie à Paris, ces conversations portaient sur la logistique du carburant diesel, la disponibilité des wagons et les délais de dédouanement. L'équipe était soulagée d'avoir un leader qui savait réellement comment les marchandises se déplaçaient. Le secteur manufacturier européen est un écosystème très soudé. Les propriétaires d'usines, les fournisseurs et les directeurs logistiques se parlent constamment. Ils assistent aux mêmes réunions annuelles, boivent dans les mêmes bistrots et partagent des informations sur les entreprises de transport fiables. Lorsque la nouvelle s'est répandue que le groupe industriel Moreau avait retiré son contrat au groupe Logistique Alliance en raison du mauvais traitement d'un directeur senior, une onde de choc a traversé l'industrie. En 48 heures, mon téléphone a commencé à sonner. Le premier appel provenait du directeur général d'un fournisseur de composants automobiles de taille moyenne à Toulouse. « Étienne, dit-il. Nous avons entendu ce qui s'est passé à Paris. Nous travaillons avec vous depuis 10 ans, et nous ne faisons pas confiance à cette nouvelle équipe stratégique qu'Alliance met en place. Si Moreau ne leur fait pas confiance, nous non plus. Nous avons 30 millions d'euros de transport logistique annuel qui a besoin d'un partenaire fiable. Pouvez-vous gérer notre réseau d'expédition chez Nordheim? Nous en avons la capacité, lui ai-je dit. Envoyez-moi vos conditions contractuelles actuelles, et j'aurai une proposition prête pour demain matin. L'appel suivant venait d'un grand fabricant de produits chimiques à Strasbourg, suivi d'un exportateur de machines lourdes près de Lyon. Les deux entreprises avaient travaillé avec moi pendant plus d'une décennie. Elles appréciaient le fait que je comprenais l'environnement réglementaire de l'Union européenne, les horaires de navigation des ports de la mer du Nord et les exigences douanières aux frontières. Elles ne voulaient pas avoir affaire aux modèles évolutifs de Julien Langevin ni parler à des stagiaires qui ne connaissaient pas la différence entre un bureau de douane et un terminal ferroviaire. Elles voulaient parler à l'homme qui connaissait leur métier et pouvait résoudre leurs problèmes d'un simple coup de fil. À la fin de la 2e semaine, Nordheim avait obtenu 400 millions d'euros supplémentaires en valeur de contrat annuel, tous transférés directement depuis Logistique Alliance. Les dominos tombaient plus vite que quiconque à Paris n'aurait pu l'anticiper, et le système que Julien avait construit était complètement impuissant à les arrêter. De retour à Paris, les bureaux du groupe Logistique Alliance sombraient dans le chaos. La perte soudaine du contrat Moreau avait provoqué des ondes de choc dans la suite exécutive. Lorsque les rapports financiers du trimestre ont été publiés, montrant une perte de revenus projetée de plus de 3 milliards d'euros, le cours de l'action de la société a chuté de 28% en une seule journée de bourse. Le conseil d'administration a immédiatement exigé une réunion d'urgence pour enquêter sur la manière dont un partenariat vieux de plusieurs décennies s'était dissous en moins de 45 minutes. Bernard Mercier, le président directeur général, se tenait en bout de table de la salle du conseil, le visage rouge de colère. Les membres du conseil étaient furieux, pointant du doigt des diapositives qui montraient leur part de marché s'évaporer en Europe. Julien Langevin était assis à la droite de Bernard, l'air blême mais essayant toujours de maintenir son sang-froid. « Julien, dit Bernard, sa voix tremblant de rage. Expliquez-moi comment nous avons perdu le plus gros compte de l'histoire de notre entreprise. Et expliquez pourquoi 4 autres grands fournisseurs européens ont annulé leurs accords cette semaine. » Julien s'est éclairci la gorge et a ouvert sa tablette.
Monsieur Mercier, la transition vers le modèle client évolutif était statistiquement solide. Les données indiquaient que nous pouvions réduire les coûts en remplaçant les directeurs à haut salaire par des équipes standardisées. La réaction du groupe Moreau était une anomalie émotionnelle. C'était une réaction à une personnalité, pas le reflet de nos capacités opérationnelles. Nous devons nous en tenir à la stratégie. Une anomalie émotionnelle, a crié Bernard en frappant du poing sur la table. Cette anomalie vient de nous coûter 3,2 milliards d'euros. Notre action a chuté de 28%. Le conseil réclame ma tête, et ils vont certainement prendre la vôtre. Vous avez insulté le représentant de confiance de notre partenaire le plus précieux devant une salle pleine d'investisseurs. Nous pouvons poursuivre Étienne Dubois, a suggéré rapidement Julien, sa voix montant dans la panique. Il a signé une clause de non-concurrence. Il travaille actuellement pour Nordheim et sollicite activement nos clients. Notre service juridique peut déposer une injonction demain pour l'arrêter. Nous avons déjà essayé, dit Bernard en jetant une épaisse enveloppe sur la table. Ceci est arrivé de son avocat ce matin. C'est une réponse formelle détaillant notre manquement grave à son contrat de travail lors du gala. Ils ont des témoignages de 3 investisseurs différents qui vous ont vu retirer sa chaise, ainsi que la présentation stratégique où vous avez retiré son nom et ses fonctions. Notre équipe juridique dit que nous n'avons aucune chance de gagner parce que nous avons commis une rupture de contrat déguisée en premier. Si nous portons cela devant les tribunaux, tout notre linge sale sera rendu public, et l'action chutera encore plus. On se moquerait de nous au tribunal. Bernard s'est penché sur la table, regardant directement Julien. Vous vouliez remplacer les gens par des systèmes, Julien. Eh bien, le système dit que vous êtes viré. Avec effet immédiat. Videz votre bureau et quittez le bâtiment. Et n'espérez pas d'indemnité de départ. Nous déposerons également une plainte formelle pour incompétence grave. Julien s'est levé lentement, le visage complètement vide. La tablette qu'il avait utilisée pour présenter son modèle évolutif est restée sur la table, oubliée. Dans les semaines qui ont suivi, il a essayé d'obtenir des postes dans d'autres entreprises de logistique, mais l'histoire de la chaise de la salle de bal et des 3 milliards perdus s'était répandue dans toute l'industrie. Sa carrière dans la logistique était effectivement terminée. 3 mois après le gala à Paris, j'étais assis dans un restaurant calme aux Boiseries, dans le cœur historique de Strasbourg. L'atmosphère était à des années-lumière de la salle de bal bruyante et bondée de l'hôtel Ardent. Dehors, une pluie fine tombait sur les rues pavées, et la lueur chaude de la cheminée du restaurant se reflétait sur les murs en chêne sombre. Frédéric Moreau était assis en face de moi, versant 2 verres de pinot noir d'Alsace. Nous venions de passer l'après-midi à examiner la transition de son réseau logistique vers Nordheim. La migration avait été impeccable, achevée en avance sur le calendrier avec 0 interruption de ses lignes de production. Nous avons discuté de nos plans d'expansion pour l'année prochaine, en nous concentrant sur de nouveaux corridors vers l'Europe de l'Est. À la continuité, Étienne, dit Frédéric en levant son verre. À la continuité, ai-je répondu en trinquant. Nous avons bu dans un silence confortable. Dans les salles de conseil de Paris, ils se disputaient encore sur les modèles de données, les plans de restructuration et les systèmes évolutifs. Ils dépenseraient des millions d'euros en consultants, essayant de comprendre pourquoi leur entreprise échouait, sans jamais réaliser que la réponse était simple. On ne peut pas automatiser le respect. On ne peut pas numériser la loyauté. Et on ne peut jamais remplacer la personne qui détient la confiance de vos clients. En retournant à mon bureau à travers les rues calmes de Strasbourg, j'ai ressenti un profond sentiment de paix. J'avais 48 ans, je travaillais avec des gens qui respectaient mon expérience, et je dirigeais une entreprise bâtie sur le seul fondement qui ait jamais vraiment compté. La chaise que Julien Langevin m'avait prise à Paris était une petite chose, mais le siège que j'avais trouvé en France en était un qu'aucun système ne pourrait jamais m'enlever.